Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au FIC. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour évoquer un sujet d'importance, je dirais, vitale, l'accessibilité de la cybersécurité pour les petites et les moyennes entreprises. Petite précision, cette table ronde sera en français. This roundtable will be in French, so if you need some translation device, it's at the entrance. Les PME représentent aujourd'hui le cœur battant de notre économie. Elles innovent, elles produisent, elles font vivre nos territoires. Pourtant, on le sait ici au FIC, ce tissu est aussi une cible privilégiée des cyberattaques et ce n'est plus un phénomène marginal. Aujourd'hui, elles ne sont plus seulement des victimes collatérales comme on a pu le voir auparavant, elles sont directement visées et souvent utilisées comme des portes d'entrée vers des écosystèmes plus larges, des prestataires, des fournisseurs ou encore des grands groupes. Ce qui est frappant, c'est que la prise de conscience progresse, mais elle reste incomplète. En effet, 92% des PME déclarent aujourd'hui avoir investi dans des mesures de cybersécurité. Sur le papier, beaucoup ont coché les cases, que ce soit des gestionnaires de mots de passe, de l'authentification multifacteur ou de la sensibilisation de collaborateurs. Pourtant, selon certains chiffres, 26% ont tout de même subi une cyberattaque ou une violation de données en 2025. Derrière ces chiffres se cache donc une réalité très concrète, des ressources limitées, des priorités multiples et une cybersécurité souvent encore perçue comme une contrainte plutôt que comme un levier. Donc, comment faire aujourd'hui pour que la cybersécurité devienne réellement accessible à ces PME? Comment transformer la cybersécurité en un véritable avantage compétitif? Et surtout, comment mieux sensibiliser, mieux accompagner, mieux outiller ces entreprises face à des menaces toujours plus sophistiquées? Ce sont toutes ces questions que nous allons évoquer tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julien Nizri, vous êtes directeur général d'AFNOR Certification. À ses côtés, Fedra Clouner, directrice générale adjointe du Centre pour la cybersécurité belge. À ses côtés, le général Philippe Mirabeau, vous êtes sous-directeur à l'emploi des forces à la Gendarmerie nationale. Aurélie Coton, vous êtes chef d'état-major à la sous-direction stratégie de l'ANSSI. Et enfin, en bout de table, Gilles Chevillon, vous êtes CEO de Fitz Rating. Merci beaucoup à tous d'être à nos côtés aujourd'hui. On débute tout de suite avec vous, Aurélie. Aujourd'hui, on l'a vu, les attaques sur les cyberattaques sur les PME sont plutôt stables entre 2024 et 2025, mais elles cachent tout de même un grand nombre de cyberattaques. Quelles sont les principales d'entre elles? Comment l'expliquer? Et enfin, en quoi s'il s'agit d'un enjeu stratégique aujourd'hui pour notre tissu économique? Merci Camille, bonjour à tous. Ravie d'intervenir sur ce sujet qui est effectivement crucial pour notre cybersécurité nationale, mais également européenne. En termes de menaces sur les PME, je vais faire un petit pas plus global sur les chiffres du panorama de la menace. Donc l'ANSSI a publié le panorama de la menace 2025. Pour rappeler qu'effectivement, on a un nombre d'incidents qui est stable, avec 1366 incidents qui ont été rapportés à l'ANSSI. Mais derrière cette stabilité, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. C'est un niveau d'incidentologie qui reste élevé, qui se maintient, qui est stable par rapport à 2024. Mais en 2024, rappelez-vous, on avait les Jeux Olympiques, donc un contexte où on a eu beaucoup de signalements et un pic d'incidents. Donc, sur 2025, hors JO, on reste sur un niveau élevé de menaces. Maintenant, si on descend sur la menace cybercriminelle, la menace sur les PME, on a 128 rançongiciels qui ont été rapportés et traités par l'ANSSI. Et sur ces 128 rançongiciels, on a 40% qui ont visé des PME et des ETI. Donc, les PME restent la principale cible, une cible majeure de ces rançongiciels. On voit aussi apparaître de plus en plus, et ça ne va pas vous étonner, de l'exfiltration de données sans pose de rançongiciel à des fins de monétisation, au sens où on va avoir des groupes qui vont exfiltrer des données pour ensuite aller les revendre sur le darknet et pour alimenter potentiellement aussi, et c'est ce qui est inquiétant, des attaques futures.
les PME sont victimes de ce type d'incident. Donc on a une menace qui se confirme, qui devient systémique et qui vise ces acteurs qui ne sont pas aujourd'hui tous matures et qui n'ont pas encore pris tous l'enjeu de cette cybersécurité. Et l'objet de cette table ronde, c'est de dire comment on les embarque dans cette cybersécurité, puisque on pourrait se dire qu'une PME qui se fait attaquer, ça peut être gravissime pour l'entité en elle-même, mais un flot et une masse, une vague d'attaques contre énormément de PME, c'est notre tissu économique qui est mis en danger. Et c'est également un scénario qui est souligné par la stratégie nationale cyber qui a été publiée en janvier 2026 et donc qui fixe un cap pour les 4 ans à venir en matière de cybersécurité de la nation, avec la volonté, et au cœur de cette cybersécurité, l'enjeu de renforcer massivement notre résilience commune, donc en embarquant ce tissu économique. L'autre exemple, et après je passerai la parole aux autres membres de cette table ronde, que je voulais mettre à votre connaissance et que vous connaissez peut-être, c'est les PME sont des victimes directes des attaques de cybersécurité, mais aussi des victimes par rebond. Et l'attaque de cybersécurité contre Land Rover à la fin de l'année 2025 au UK a eu un impact en cascade sur les PME, puisque Land Rover a été bloqué et son activité a été bloquée, et on avait un certain nombre de PME qui étaient complètement dépendantes de leurs donneurs d'ordre, qui ont vu leurs activités à l'arrêt. Donc une double conséquence des cyberattaques contre les PME, en direct quand elles se font attaquer, mais aussi par rebond dans leur positionnement dans la supply chain. Merci beaucoup Aurélie. On l'a donc vu, Gilles, ces impacts sur les PME aujourd'hui sont très concrets, mais beaucoup de dirigeants de PME considèrent encore, je le disais, la cybersécurité comme un coût, comme une contrainte. Comment expliquer aujourd'hui ce décalage entre la réalité et, du risque et la perception qu'ont encore beaucoup d'entreprises ? Merci beaucoup. Donc, à mon sens, il y a encore un décalage sur le fait que sur la perception du risque cyber, qui est encore aujourd'hui mal matérialisé pour une PME. Et tant qu'il n'y a pas d'incident, beaucoup de dirigeants ont encore le sentiment que c'est un sujet abstrait, technique, lointain, de moins en moins un sujet de grande entreprise, on l'a dit. Or, on sait aujourd'hui qu'une cyberattaque, elle ne se limite pas évidemment à un sujet purement IT, mais qu'elle va embarquer toute l'entreprise et qu'il y a un risque business vraiment immédiat. Il y a un autre sujet, à mon sens, qui ressort aussi, c'est un sujet de priorisation. Aujourd'hui, un dirigeant, il a 50 000 urgences à gérer au quotidien. Il a sa facturation, il a ses relations clients, il a le prix de l'énergie qui augmente, etc., etc. Et le retour sur investissement du coût de la cyber, en fait, il est moins visible à court terme. Alors qu'in fine, c'est tout l'inverse. Nous, aujourd'hui, les professionnels de cyber, on essaie de pousser ce message, c'est tout l'inverse, puisqu'en fait, cet investissement dans la cyber, effectivement, il sera peut-être moins visible à court terme, mais en fait, c'est lui qui va venir protéger les actifs de l'entreprise, les actifs critiques, les réseaux, les systèmes, etc. Ensuite, je pense qu'aussi, il y a un sujet de complexité, de perception de complexité. On a tous, en tant que professionnels aussi de la cybersécurité, une responsabilité, indirectement. Il suffit de marcher dans les allées du salon, on parle de SIEM, de SOC, de REC, de CRA, de NIS2, de DORA et d'autres acronymes qu'on connaît nous. Par contre, en face d'un dirigeant de PME, il y a une perception de complexité qui est indéniable, et on a aussi cette responsabilité, et c'est le rôle, et ce que fait très bien l'ANSSI, alors que ce soit en Belgique ou en France, c'est de vulgariser ce sujet, pour le rendre beaucoup plus accessible et pour pas qu'il y ait ce sentiment de distanciation et de distance psychologique par rapport au sujet. Voilà. Merci beaucoup. Général, une entreprise qui subit une cyberattaque est souvent déstabilisée et elle ne sait pas forcément quoi faire en priorité. Concrètement, quelles sont les premières décisions qu'une PME qui serait attaquée peut prendre et à quel moment elle doit faire appel aux forces de l'ordre, c'est-à-dire à vous ? Pour répondre à votre question, je vous propose de partir d'un cas concret. En juillet dernier, le 14 juillet, on a une PME dans l'outillage de jardinerie qui est attaquée, ou en tout cas qui subit une cyberattaque par l'entremise d'une élévation de privilèges sur son serveur principal, ce qui fait que les attaquants ont accès finalement à l'ensemble des données de la société, qu'elles soient des données financières, RH, etc. Donc nous sommes le 14 juillet, l'entreprise est fermée. Le 15 juillet,
c'est le prestataire, parce qu'ils ont un prestataire de réseau qui alerte pour une levée de doute parce qu'ils constatent une augmentation très forte du trafic qui est sortant. Et donc le 15 juillet, ils font les investigations et ils décident à 16 h de déconnecter tout le réseau de l'entreprise des accès extérieurs pour l'isoler. Et il faut dans le même temps, derrière, un signalement auprès de la gendarmerie qui va pouvoir intervenir et qui va permettre, avec le prestataire aussi, de mesurer l'étendue de l'attaque, récupérer un certain nombre de traces, identifier aussi les signatures de l'attaque et voire même proposer, ça ne sera pas joué, mais un appui dans la négociation sur la rançon qui est demandée, rançon qui ne sera pas payée, le patron de l'entreprise ne rentrant pas dans cette logique-là. Je prends cet exemple très concret parce que c'est, je crois, l'avis d'une PME qui, vous voyez, n'est pas forcément dans un secteur sensible, hein, mais qui est attaquée et qui se retrouve avec une grande partie de ses données à l'extérieur. Dans cet exemple, finalement, on a l'illustration de la réaction, puisque c'est la question qui était posée. Une réaction en 3 temps. La première qui est la première décision à prendre, qui est celle d'endiguer sans détruire, c'est-à-dire de parvenir à isoler et à isoler son système d'information, mais sans détruire les preuves, sans détruire les traces de l'attaque pour que derrière l'on puisse remonter, que ce soit en vue de la remédiation ou en vue de l'enquête judiciaire. Donc première décision à prendre, isoler. La deuxième décision, qui est celle dans l'entreprise de basculer immédiatement en mode crise, parce que vous l'avez bien compris, ce n'est pas qu'un sujet de problème informatique, mais c'est un sujet, une crise qui touche plus globalement la totalité de l'entreprise et la totalité des départements de l'entreprise. Et donc, c'est à gérer dans tous ces aspects, métiers, informatique, juridique, de communication, de réputation. Et donc, c'est bien une crise globale sur l'ensemble des composantes de l'entreprise. Donc, cette deuxième décision, elle est de s'organiser en mode gestion de crise, en dépassant très largement le seul secteur informatique. Et la troisième décision, enfin, qui est illustrée dans ce cas, c'est de se faire aider immédiatement, de pouvoir signaler, et notamment aux services de gendarmerie ou de police aussi, l'attaque, avec une capacité pour ces services, même une posture pour ces services, parce qu'on dit souvent que ces services, au-delà de l'enquête, ils sont aussi en capacité de protéger l'information sortante, hein, parce que c'est souvent une question qui est posée par le chef d'entreprise. Est-ce qu'en allant voir la gendarmerie, et finalement, je ne vais pas m'exposer très rapidement avec quelque chose qui va être connu, hein, je dirais que l'enquête qui sera conduite par les services de gendarmerie, elle sera soumise au secret de l'enquête. Donc, si communication il y a, il ne viendra pas de ce côté-là. Pour cela, on peut pousser la porte de n'importe quelle unité de gendarmerie ou commissariat de police. On peut aussi, depuis maintenant quelques années, faire le 17 Cyber. Vous savez qu'il y a le site 17 Cyber qui existe, hein, et qui est une porte d'entrée, hein, pour à la fois qualifier l'attaque dont vous avez été victime, recueillir des conseils et être mis en relation, y compris 24/24 par chat avec un gendarme ou un policier dans ce domaine cyber. Hein, donc là, toute la chaîne, vous le voyez, hein, c'est véritablement d'aller rapidement en prenant les quelques décisions, j'en ai pas cité beaucoup, hein, isoler, s'organiser et signaler. Merci beaucoup, Général. Julien, je me tourne vers vous. Vous avez vous-même vécu une cyberattaque au sein du groupe AFNOR il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que cette cyberattaque vous a appris sur la manière dont une organisation doit se préparer à une attaque cyber, mais aussi et surtout sur ce qui se passe après? Alors effectivement, c'est la sidération. C'est aussi l'occasion de tester vraiment en conditions réelles la réalité de votre plan de continuité d'activité. Et moi, ce que j'en retiens surtout, c'est l'enjeu de communication interne et externe. Quand on a été saisi par cette cyberattaque, du jour au lendemain, le 16 février 2021, nous n'avions plus accès à rien, plus de téléphone, plus de messagerie, plus d'ordinateur, plus rien. Donc il faut prévenir les clients, il faut prévenir les collaborateurs, et il faut voir que concrètement, AFNOR, c'est un groupe de 1000 personnes.
Mais concrètement, pour les salariés, ils avaient le sentiment que demain, ils allaient peut-être être tout simplement à la porte parce qu'on ne s'en remettrait pas. En plus, en tant qu'organisme de certification, nous avons des accréditations, beaucoup d'obligations légales, et donc le risque de perdre ces accréditations et donc le droit de travailler. Ce que j'en retiens, c'était toutes les mesures qu'on a pu aussi, comme quand on fait blinder sa porte une fois qu'on a été cambriolé, vérifier par la suite, c'est-à-dire l'identification des actifs, la mise en place d'exercices réguliers, les sauvegardes, on en parle toujours, mais les sauvegardes, c'est bien de les avoir, c'est mieux de les tester en conditions réelles, parce qu'une sauvegarde, si elle est corrompue au fur et à mesure, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'ai évoqué la communication, je rappelle les obligations légales vis-à-vis des entreprises attaquées de notifier cette attaque dans des délais contraints. Il y a NIS 2 bien sûr, mais même dès aujourd'hui entre 24 et 72 heures selon les cas. Et l'importance de maintenir le collectif vis-à-vis des équipes. À ce titre-là, moi je voulais souligner que on a tiré de cette cyberattaque une AFNORSPEC, qui est un document prénormatif autour justement de la cyber-résilience. Comment on reconstruit un SI, comment on maintient la continuité d'activité, il y a un certain nombre de normes pour s'appuyer là-dessus, et comment on essaye de faire en sorte qu'on mette en place une structure, et vous l'avez dit, une structure de pilotage à la fois pour le SI et pour la quantité d'activité. Je terminerai là-dessus. La cyber, c'est un sujet de gouvernance. Ce n'est pas seulement un sujet du RSSI, c'est un sujet qui appartient vraiment aux dirigeants. C'est encore plus vrai dans une PME quand il n'y a pas forcément de RSSI. Vous l'avez dit, Madame Coton, les PME sont une cible par rebond, mais aujourd'hui, on le voit, c'est aussi une cible de choix, précisément parce que c'est la porte d'entrée aussi vers des grands groupes. Et on l'a vu aujourd'hui, beaucoup d'attaques qui ont touché des grands groupes sont passées par des sous-traitants. Et donc, le sujet aussi, je pense en termes de préparation, c'est de profiter de toutes les mesures qui sont mises en place au niveau territorial et au niveau des filières professionnelles dans une logique vraiment d'écosystème. Et on le voit ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien. On va y revenir tout de suite avec Fedra sur cette question d'effet rebond. Aujourd'hui, de PME qui sont visées en tant que supply chain. C'est vrai qu'avec NIS 2, les PME sont maintenant directement concernées pour certaines d'entre elles ou pour d'autres indirectement via justement leur rôle dans cette fameuse supply chain. Comment est-ce que cette logique change concrètement l'exposition aujourd'hui des PME et leurs obligations ? Alors, pour remettre un tout petit peu en contexte, juste pour expliquer, donc le CCB, c'est un peu c'est carrément l'équivalent de l'ANSSI française. Et pour remettre aussi un peu en contexte ce qui se passe en Belgique, en Belgique, c'est 99,9% des entreprises qui sont des PME et ça représente un peu plus de presque 1,2 million PME en définitive. Et on constate effectivement en Belgique la même chose qu'on constate en France, c'est qu'à peu près 30% des PME sont victimes de cyberattaques et certaines ne s'en relèvent pas. Définitivement pas. Donc c'est peut-être aussi utile de rappeler ce que c'est une PME dans le contexte de NIS 2. Donc c'est vraiment une entreprise entre 50 équivalents temps plein et moins de 250, avec un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions d'euros, juste pour remettre en contexte. Et donc, oui, dans le cadre de NIS 2, est-ce qu'une conférence sans parler de NIS 2 est une conférence réussie ? Je ne pense pas, donc on va parler de NIS 2. Donc dans le cadre de NIS 2, effectivement, il y a les PME qui sont directement impliquées, qui sont considérées comme des entités importantes lorsqu'elles font partie de ces 18 secteurs de la directive NIS 2. Je ne vais pas vous les rappeler, mais un petit peu quand même. Donc il y a la santé, il y a la distribution d'eau, il y a les transports, enfin bon bref, il y en a 18. Ça couvre quand même une bonne partie de l'écosystème. Et ces PME doivent donc respecter un certain nombre de mesures de sécurité pour être conformes à NIS 2. Oui, parce qu'on est aussi responsable de la transposition de NIS 2. Donc voilà. À côté de ça, il y a les pauvres PME qui sont un peu les effets collatéraux, on va dire, de NIS 2. Donc il y a deux sortes de PME. Et je vais lire parce que les mots ont vraiment leur importance. Il y a celles qui peuvent être désignées comme entités NIS 2, même si elles sont toutes petites, même si elles ont moins de 50 équivalents temps plein,
Et le CCB donc, peut les désigner avec les autorités sectorielles parce que, par exemple, elles sont le seul prestataire en Belgique d'au moins un service essentiel au maintien d'activités sociétales ou économiques critiques dans l'un des secteurs ou sous-secteurs des annexes de la directive NIS 2, c'est-à-dire important ou essentiel. Ou une perturbation du service fourni par l'entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique. Ça commence à élargir vachement le scope, hein. Ou une perturbation du service fourni par l'entité pourrait avoir un effet transfrontalier. Ou encore, en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour le secteur, ou pour d'autres secteurs indépendants en Belgique. Bon, bref, si effectivement il y a un service spécifique qui est fourni par cette PME, le CCB peut dire, bon, tu as 3 équivalents temps plein, tu en as 10, on s'en tape, tu seras quand même concerné par NIS 2. Et donc, tu devras quand même respecter des mesures de sécurité. Alors, pour le moment, on en a identifié 2 en Belgique qui traitent, je vais évidemment pas dire le nom, mais elles traitent donc des informations biométriques pour des entités essentielles, donc vraiment fondamentales. Ça peut aussi être le cas, par exemple, pour tout un tas de start-up ou ce genre de choses-là qui ont vraiment un sujet très particulier. Et à côté de ça, il y a encore les plus pauvres PME qui sont victimes en fait de l'effet collatéral. C'est celles qui pensaient qu'elles ne seraient jamais concernées par NIS 2, mais qui le sont quand même. C'est dans le cadre justement de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je suis une petite PME, je me dis que je ne serai jamais concernée par NIS 2. Hélas, j'ai le malheur de fournir un service d'être fournisseur, prestataire pour une entité NIS 2. Et on tombe par défaut dans le cadre justement de tout ce qui est supply chain, parce que comme ça a déjà été évoqué, c'est une menace qu'on voit de plus en plus depuis quelques années, c'est on ne s'attaque plus maintenant à l'organisation en tant que telle, on s'attaque aux fournisseurs de l'organisation, ou alors on a des cas comme SolarWinds ou ce genre de choses-là, où bon, voilà, c'est via des mises à jour, ce genre de trucs-là, ou alors via justement le fournisseur, qui est parfois une petite PME qui gère par exemple vos systèmes de chauffage, ça peut être ce genre de choses-là, votre chaudière connectée ou ce genre de choses-là. Et les cybercriminels le savent très bien, donc ils rentrent par là pour attaquer des entités essentielles qui pourraient, et donc ça pourrait avoir un impact sociétal très très important. Donc ces PME-là doivent respecter des mesures qui sont imposées alors par l'entité NIS 2. L'entité NIS 2 a une obligation dans la loi NIS 2 de s'occuper de sa chaîne d'approvisionnement et d'imposer des mesures de sécurité. Et si elle ne le fait pas, l'entité NIS 2 est responsable du fait qu'elle n'aurait pas géré sa chaîne d'approvisionnement et peut être sanctionnée par le CCB parce qu'elle n'a pas géré l'histoire. Donc ces pauvres PME qui n'avaient rien demandé à personne vont effectivement devoir mettre en place des mesures de sécurité, parfois même, si l'entité NIS 2 le demande, se faire vérifier ou certifier carrément pour pouvoir respecter donc ces mesures de sécurité et pour que l'entité NIS 2 puisse respecter ses obligations. Pardon, quand vous dites responsable, ça va être la PME, mais ça peut être le dirigeant de la PME. Ah, et ça, effectivement, et c'est un des vrais bonheurs de NIS 2, on ne va pas se mentir, il y a maintenant une vraie responsabilité des dirigeants. Avant, c'était un peu tangent, maintenant, avec NIS 2, il n'y a rien à faire, effectivement, le dirigeant est responsable. Mais ce sera l'entité NIS 2 qui n'aura pas fait respecter, en fait, qui n'aura pas fait en sorte que sa supply chain soit sécurisée, qui sera responsable dans ce cas précis. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment très très important. Et alors l'entité NIS 2 aussi, ce qu'elle doit faire, c'est elle doit faire en sorte aussi qu'il y ait des conditions contractuelles dans les contrats justement pour que ces fournisseurs respectent ces mesures de sécurité et fassent en sorte qu'elles soient sécurisées et qu'elles ne soient pas une porte d'entrée vers l'entité NIS 2. Aïe. Merci beaucoup, Phedra. Général, on revient avec vous. On évoquait l'importance d'articuler la prévention et l'action judiciaire. Comment concrètement s'organise cette continuité entre l'accompagnement aujourd'hui des entreprises en amont et le traitement des incidents une fois malheureusement l'attaque survenue ? C'est une des grandes caractéristiques des forces de l'ordre, d'être à la fois pour nous un service d'enquête, donc nous conduisons des actions de police judiciaire sur des faits, et en l'occurrence là en lutte contre la cybercriminalité. Mais nous sommes aussi, par notre ancrage de terrain, nos unités qui sont dans tous les territoires et qui ont au quotidien une mission générale de prévention de la délinquance, de prévention de la criminalité, et d'accompagnement des populations, des entreprises, mais également des collectivités locales.
dans cette mission de prévention, notamment dans le domaine cyber et auprès des PME. C'est un des périmètres jugés prioritaires, notamment pour la gendarmerie. D'autres entités plus sensibles, plus grosses, étant prises en charge par d'autres services du ministère de l'Intérieur. Pour nous, ce sont des acteurs que nous connaissons bien, parce que finalement, c'est des acteurs que nous rencontrons en permanence dans la vie des territoires, et ce sont des acteurs auxquels, historiquement, auprès desquels nous conduisions des missions de prévention sur des sujets beaucoup plus classiques de anti-intrusion, anti-délinquance, anti-attaque aux biens. Et nous avons fait évoluer notre concours auprès d'elles pour intégrer davantage la prévention de la cybercriminalité, la lutte contre les cybermenaces. Cette prévention, elle a 3 grandes caractéristiques. Elle doit d'abord être très concrète. Et nous avons nous considérons qu'on a une certaine valeur ajoutée en pouvant s'appuyer sur des retours d'expérience du réel à partir des dossiers que nous traitons pour pouvoir à la fois diffuser des cas concrets, partager des modes opératoires, des erreurs récurrentes que nous pouvons voir, des angles morts organisationnels. Bref, partir de la confrontation, de l'échange que l'on a, de la proximité que l'on peut avoir avec des entreprises victimes pour pouvoir nourrir la prévention que nous faisons. Donc tout d'abord une prévention très concrète et exprimée dans des termes également simples. C'était évoqué tout à l'heure, il faut là aussi avoir un langage qui puisse être compris de nos interlocuteurs. Tout d'abord, deuxièmement, une prévention qui doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'assez vite, pouvoir mettre en avant nos interlocuteurs avec des outils opérationnels, des outils qui permettent de monter les premières marches sans construire une usine à gaz. Et je vais y revenir. Et puis enfin, une prévention qui doit être cohérente avec l'ensemble des messages de l'ensemble des entités qui sont chargées de cela, au premier chef bien sûr l'ANSSI, mais je pense également à cybermalveillance.gouv.fr et puis au commandement cyber du ministère de l'Intérieur. Bref, faire en sorte que le message que nous délivrons, il soit aligné et qu'ils n'aient pas l'impression qu'en fonction des interlocuteurs, il y ait finalement différents messages qui viennent brouiller, alors même que le sujet est parfois difficile à appréhender. Aussi, et j'en terminerai par là, sur la prévention, nous allons faire en sorte de pouvoir utiliser des outils développés par l'ANSSI, par le ComCyberEMI. Donc je pense notamment à l'outil de diagnostic, CyberDépart, vous y reviendrez sans doute, et avec aujourd'hui un certain nombre de gendarmes qui sont cyber-aidants, donc qui vont pouvoir aider à la réalisation du diagnostic. Et c'est une des dimensions dans laquelle nous souhaitons encore approfondir notre action. Ça, c'est sur la partie diagnostic, mais au-delà de ça, dans la gestion de crise, il y a des MOOC qui sont disponibles sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr de sensibilisation au cyber, de sensibilisation à la crise cyber. Donc des MOOC finalement très, très, très concrets, très opérationnels et qui permettent de se mettre en marche avant. Merci beaucoup. Gilles, vous l'évoquiez, historiquement, la cybersécurité était un sujet très technique, porté principalement par des équipes informatiques. Alors, quand on est une PME, on n'en a pas forcément d'équipe informatique. Pourquoi est-ce que c'est devenu essentiel aujourd'hui que la cybersécurité soit traitée véritablement à un niveau de gouvernance et par ces dirigeants d'entreprise? Et comment est-ce que vous accompagnez justement ces PME pour les embarquer, j'allais dire, vers cette cybersécurité? Alors, j'aurais une petite difficulté pour répondre à cette question, parce qu'en fait, tout a été dit juste avant. Moi, j'avais préparé une belle réponse, mais on a parlé d'embarquer tout le monde sur le sujet cyber, évidemment pas que l'IT, mais les métiers. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut effectivement partir de la base. Qu'est-ce qu'on protège? Quels sont nos actifs? Quels sont nos systèmes? Quelles sont les infrastructures? Quels sont les humains qu'on protège? Donc repartir de cette logique de métier. Et là, on voit rapidement que le sujet de la gouvernance, ça a été évoqué par Julien tout à l'heure, on embarque tout le monde dans cette belle aventure où on a globalement le RSSI qui a un rôle évidemment beaucoup plus central et le rôle de la direction qui va coordonner les équipes. Et on a effectivement évoqué les métiers, on a évoqué le legal, la finance et le sujet et la conformité aussi. On vient d'évoquer NIS 2.
je ne vais pas le répéter, hein, mais on prend aujourd'hui que la PME, elle s'inscrit dans la supply chain, dans toute la chaîne de valeur. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment. Moi, j'ai tendance à dire qu'en termes d'accompagnement, il faut revenir sur 3 axes, de manière assez pas forcément simpliste, mais assez simple, on va dire, autour de l'IT et des systèmes, bien évidemment, autour de l'organisation et des humains, donc on a parlé de la sensibilisation, on a parlé de la prévention, et ensuite autour des accès physiques, tout simplement, la prévention autour de la protection des locaux. Un autre point, pour revenir et pour faire le lien avec le sujet réglementaire qu'on a évoqué juste avant, dans des réglementations telles que DORA pour la finance ou NIS 2 pour des secteurs critiques, il y a un principe qui est très important, c'est le principe de proportionnalité. Si je suis une fintech, je ne me protège pas comme si j'étais AXA ou BNP Paribas. Voilà, ça semble assez logique, mais il faut aussi l'intégrer, ça. Donc, pour un dirigeant, voilà, on parle des métiers, on parle des risques. Tous ces textes, en fait, ça semble assez logique, tous les textes réglementaires aujourd'hui, on parle d'analyse par les risques essentiellement. Donc on parle des risques, on parle des métiers, on remonte l'information et ensuite on s'organise. Et c'est là où, en termes de gouvernance, le dirigeant avec le RSSI et ses équipes auront cette tâche. Et après, bon, je ne vais pas le répéter, hein, c'est sensibiliser les dirigeants. On a parlé de responsabilité désormais à travers la réglementation. La priorisation des risques majeurs, la mise en place d'un socle minimal de sécurité, on en a parlé, la formation des collaborateurs, encore et toujours. La réaction à l'incident, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le domaine réglementaire. Le régulateur aujourd'hui ne veut plus que le jour de l'incident, on commence à s'organiser. On dit, ah oui, alors qui doit s'occuper de la communication? On en a parlé tout à l'heure. Ah, qui doit s'occuper de l'IT? Bon, ça c'est généralement assez clair. Non, c'est pas le jour de l'incident qu'on s'organise. Donc, ça se prépare en amont. C'est désormais une obligation réglementaire. Et comprendre son écosystème, où est-ce que je me place dans la chaîne de valeur. Et voilà. Merci beaucoup, Gilles. Julien, il est vrai qu'aujourd'hui, les normes et les certifications sont parfois perçues comme complexes, à juste titre, ou réservées à des grandes organisations. Comment est-ce que des référentiels comme par exemple l'ISO 27001, dont on entend énormément parler, ou les travaux sur la cyber-résilience peuvent concrètement aider une entreprise, et une PME en l'occurrence, à structurer sa cybersécurité ? Je dirais que l'intérêt d'un texte normatif, c'est la co-construction. Les normes sont vraiment élaborées par ceux qui les utilisent, par les fabricants, les professionnels, l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et je pense que c'est ça qui peut créer vraiment l'intérêt, l'impact de ces normes. La 27001, vous l'avez évoqué, 20 ans l'an dernier, on voit qu'elle a pu structurer tout un écosystème. Aujourd'hui, elle n'est pas retenue en France comme étant l'outil de présomption de conformité en termes de système de management pour NIS 2. C'est Récif, le référentiel cyber qui est en train d'être développé par l'ANSSI qui le sera. Mais elle structure quand même toute une dynamique. Et aujourd'hui, moi, je vois en tant que client, quand on veut travailler avec une entreprise, même une PME, on lui demande d'abord, est-ce que vous êtes 27001 ? Si on veut avoir quand même toute la liste de vérifications sur sa capacité à s'organiser, à se structurer. Mais ce qui a été dit est extrêmement important. La norme, elle fixe des objectifs, mais il y a un principe de proportionnalité. On ne va pas du tout avoir les mêmes attentes vis-à-vis d'une PME que d'un grand groupe. Et surtout, ça ne serait pas pertinent parce que ça ne sert à rien de caler des procédures de 50 000 pages en application de la norme, pour répondre aux objectifs de la norme dans une PME. Puis de toute façon, elles seront totalement décorrélées. Et je pense que vraiment l'idée, par rapport à une norme qui fixe des objectifs, d'avoir une analyse terrain et de remonter ensuite et d'avoir moins de procédures, mais qu'elles soient effective, de réellement avoir des processus qui correspondent à la réalité et qui soient intégrés. Et il y a un sujet majeur qui a été évoqué, c'est la formation, l'acculturation. Tous ces grands textes, que ce soit des normes, que ce soit des référentiels, que ce soit tous ces objectifs, il y a énormément de dispositifs qui existent pour l'acculturation, la formation, l'accompagnement. Et je pense que c'est vraiment essentiel d'être capable aussi de les exprimer de façon simple, auprès de ces acteurs. Beaucoup d'initiatives ont été mentionnées et sont à saluer. La BPI a mis en place tout un accompagnement des PME. Le cybermalveillance, l'ANSSI a mis en place son comparateur. Il y a beaucoup d'autodiagnostics qui sont déjà disponibles. Et je dirais juste, c'est essentiel de s'approprier le dispositif et pour autant d'avoir en tête
que ce n'est pas un totem d'immunité. Ce n'est pas parce que vous êtes certifié que vous ne serez jamais attaqué, malheureusement. Mais au moins, vous aurez anticipé. Vous aurez, comme vous l'avez dit, identifié des chaînes de réaction, des acteurs vers qui se retourner, où se réunir, à quels outils faire appel. Est-ce qu'on a des marchés de secours au cas où? Et être capable d'avoir une plus grande résilience. Et donc, moi, vraiment, je vous invite à prendre connaissance de ces dispositifs. Il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. Et je pense que cet accompagnement, il est réel. Et j'attire juste votre attention à nouveau sur cette AFNOR Spec qui a été co-construite sur la résilience. Et on a aussi fait sur l'ISO 27001 un travail, grâce à l'intelligence artificielle, pour analyser tous les constats d'audit des 3 dernières années de nos clients et pouvoir en tirer des conclusions sur finalement qu'est-ce qui pêchait, et les points forts, les points faibles. Les points forts, c'est souvent l'engagement de la direction, et c'est ça qui fait que ça réussit un audit, c'est quand il y a un engagement ferme, fort, porté par le management, par le COMEX, et pas uniquement par un pauvre RSSI isolé qui se bat pour avoir des moyens. Et de l'autre côté, les points faibles, c'est souvent le départ, la cartographie des actifs, la cartographie de la situation existante. Merci beaucoup, Julien. Alors, tous ces dispositifs viennent d'être évoqués. Tout le monde les a un petit peu teasés. Aurélie, peut-être qu'on pourrait revenir justement aujourd'hui sur ceux mis en place par l'ANSSI. Je pense notamment à Cyberdépart, dont le général a parlé, mais il y a aussi le projet de label de confiance cyber. Concrètement, comment est-ce que ces outils aujourd'hui et demain vont permettre à ces PME de se cybersécuriser, et quels autres outils existent aussi à leur disposition ? Alors, on l'a vu, on a pas mal évoqué toutes ces PME. On voit que toutes ne sont pas soumises à NIS 2, que ça va plus loin l'enjeu autour des PME, puisque NIS 2, c'est à partir de 50 employés, donc il n'y a pas le P finalement de PME. Donc il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut de la proportionnalité, mais aussi de la clarté et de la simplification, de la simplicité dans les dispositifs. Et pour ce faire, avec l'agence et avec l'ensemble de l'écosystème, on a mis en place plusieurs outils. Et le premier, il a été cité, on a publié il y a 2 semaines le référentiel de cybersécurité France, donc le RECIF, qui a vocation à être la colonne vertébrale du cadre réglementaire français. On veut faire de NIS 2, puisque le RECIF sera le référentiel de sécurité qui sera rattaché à NIS 2. On veut faire, et on a le souhait de faire de ce référentiel, donc le socle, avec des mesures de base proportionnelles qui sont adaptées à la taille des entreprises. Donc c'est un référentiel qui est en 3 niveaux. Un niveau basique qui est vraiment sur les toutes premières mesures de cybersécurité. Un niveau modéré qui correspond à ce qui va être demandé aux entités importantes que vous retrouvez sur le site, et un niveau avancé qui est le niveau qui sera demandé aux EE, donc aux entités essentielles. Ce référentiel de cybersécurité, il pourra être complété d'exigences mais complémentaires liées aux spécificités sectorielles, liées à de la protection du secret, etc., etc. Mais encore une fois, il va être la base de notre système français pour que demain, une entité qui s'engage sur une démarche de sécurisation, elle n'ait pas un foisonnement de référentiels et d'exigences qui souvent en fait visent le même objectif de sécurité mais pas le même chemin. Et c'est pour ça qu'on a mis avec le RECIF à disposition sur le site de l'ANSSI un comparateur des référentiels qui va être alimenté au fur et à mesure. Aujourd'hui, il compare du coup le référentiel français avec l'ISO 27001, avec le référentiel belge qui va être mis à jour prochainement, et on doit faire cette mise à jour. Et progressivement, on va l'alimenter. Donc c'est vraiment un outil pour les entités pour s'y retrouver. L'autre outil qu'on met en place et qu'on développe avec l'écosystème, et notamment avec l'AFNOR et avec un AFNOR Spec, c'est effectivement le label de confiance. Le label de confiance, donc, qui est actuellement porté dans le projet de loi de résilience à l'article 5 et qui prévoit une conformité à NIS 2, c'est une certification qu'on veut assez large, une certification non obligatoire en lien à NIS 2 et ouverte à toutes les PME pour pouvoir valoriser leur effort et leur niveau de cybersécurité, donc la valoriser dans le cadre demain d'un contrôle sur NIS 2 si elles sont assujetties par NIS 2, mais également auprès de leur supply chain, de leurs clients,
pour pouvoir dire, voilà, j'ai atteint ce niveau, donc le niveau modéré du référentiel récif, je l'ai mis en place, je l'ai fait certifier, et après donc pouvoir le faire reconnaître dans leur supply chain, et notamment auprès peut-être d'un donneur d'ordre qui lui-même est soumis à la directive NIS 2. On a vocation aussi à pouvoir l'utiliser pour valoriser auprès des assurances, pour obtenir peut-être demain une assurance cyber, faciliter tous ces dispositifs auprès des banques, et aussi avec la volonté, et je le dis, de simplification, puisqu'aujourd'hui, alors vous êtes RSSI ou vous avez des clients qui sont RSSI et qui n'en peuvent plus des questionnaires qui sont tous différents les uns de les autres. Et donc derrière cette certification, il y a l'objectif aussi de pouvoir un peu harmoniser la réponse à ces questionnaires. En plus de ça, et j'y reviendrai, effectivement, on a la plateforme Mes Services Cyber qui propose des outils et des services de l'agence pour accompagner à la mise en œuvre des mesures de sécurité pour pouvoir se tester, mais j'y reviendrai plus tard. Merci beaucoup Aurélie. Fedra, vous de votre côté au CCB, vous avez mis en place donc en Belgique un framework de cybersécurité structuré en plusieurs niveaux. Merci pour la présentation. En plusieurs niveaux, donc je le disais un petit peu à l'instar du récif dont on vient de parler. En quoi est-ce que ce type d'approche progressive peut-il aujourd'hui permettre de s'approprier réellement la cybersécurité, le tout évidemment proportionnellement. On a bien compris que c'était le mot de la matinée. Je ne pouvais pas ne pas le dire aussi. Donc, on va aussi parler de proportionnalité. Donc, oui, en effet, au niveau belge, on a défini un framework de sécurité aussi, donc similaire au récif. Le nôtre existe depuis 2023, je pense. Il a été mis à jour fin 2025. Et donc, on s'est un peu basé sur le meilleur de tous les mondes. Hein. Donc, on a repris les normes l'ISO 27001, on a repris les SysControl, on a repris NIST, on a repris une norme pour tout ce qui est OT et ce genre de choses-là, parce que tout ce qui est OT est parfois un tout petit peu négligé. Et aussi notre expérience en tant qu'Agence nationale de cybersécurité et CERT nationale. Donc, tous les incidents en fait, qu'on a traités ces dernières années ont vraiment servi de base pour définir ce framework de sécurité. Et alors, on le fait aussi évoluer en fonction des feedbacks que l'on reçoit des utilisateurs, des organisations et ce genre de choses-là. C'est comme pour Récif, en fait, c'est vraiment notre framework de base pour NIS 2. Bon, a priori, les PME ne devront jamais atteindre le niveau essentiel, donc elles ne devront pas être certifiées, mais quoi qu'il en soit, elles devront être vérifiées par un organisme d'évaluation de la conformité. Et on travaille en étroite collaboration avec BELAC, qui est, je pense, l'équivalent du COFRAC ? Oui, qui accrédite en fait les organismes d'évaluation de la cybersécurité. Et pourquoi, effectivement, c'est un peu comme pour Récif, hein, pourquoi est-ce que c'est important pour les PME d'avoir à disposition ce genre de framework ? Parce qu'on n'est pas obligé de tout implémenter en une seule fois, en fait. Donc, c'est vraiment, il y a 4 niveaux chez nous. Donc, le niveau small qui correspond plus ou moins à votre guide de l'hygiène informatique que vous aviez sorti il y a quelques années et qui est juste super cool. On a un niveau basique, on a un niveau important et on a un niveau essentiel. Et ça permet vraiment aux PME en fait, de s'approprier au fur et à mesure les mesures et d'augmenter leur cyber-résilience au fur et à mesure sans devoir tout implémenter en une seule fois. De plus, au niveau de ce framework de sécurité, on a aussi identifié un certain nombre de mesures clés qui doivent absolument être implémentées. C'est absolument non négociable, en fait. Et il y a des mesures clés, en fait, qui sont définies pour chaque niveau de cybersécurité, et ça permet aussi aux PME, en fait, de prioriser leur investissement pour pouvoir se protéger. Dans le genre, on va peut-être commencer par les mesures clés pour se protéger, et dans le genre, il n'y en a pas énormément. Hein. Pour le niveau basique, il y en a 13. Pour le niveau important, il y en a 22 et il y en a 29 pour le niveau essentiel. Et par exemple, pour le niveau basique, c'est des trucs un peu genre gestion des droits d'accès, authentification multifacteur, patcher les systèmes, ce genre de choses-là. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses assez simples. Pour le niveau important, c'est un peu plus complexe, effectivement. C'est faire du monitoring, notifier les incidents et ce genre de choses-là. Et pour le niveau essentiel, c'est envisager des conditions contractuelles pour gérer sa chaîne d'approvisionnement. Et voilà. Donc, ça permet vraiment à ces PME d'y aller petit à petit, d'y aller aussi dans une optique de... Est-ce qu'on va dire proportionnalité ? Proportionnalité, justement. On n'est pas non plus obligé d'implémenter toutes les mesures de sécurité.
Les key measures, on les implémente, il n'y a pas le choix. Les autres, effectivement, en fonction des analyses de risque et de cet aspect proportionnel, on les implémente ou pas. Mais si on ne les implémente pas, évidemment, il faut pouvoir justifier pourquoi on ne les implémente pas. Alors, en Belgique, par contre, contrairement à la France, l'ISO 27001 est toujours un... Si on est conforme Siphon ou ISO 27001, il y a présomption de conformité. Oui. 27001, mais sous réserve d'un agrément préalable. Enfin, il faut que le schéma 27001 ait été accepté sur cette structure-là. Enfin, non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez être, si vous êtes certifié ISO 27001 et que votre statement of applicability est adapté, il y a présomption de... Mais on pousse à fond Siphon, bien évidemment. On a une filiale belge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Siphon, justement, est en train actuellement de prendre aussi une envergure européenne. Donc, on a plusieurs pays, en fait, qui, dans le cadre de NIS 2, justement, ont adopté Siphon ou sont observateurs et sont dans une optique de reconnaissance mutuelle. Et en plus de ça, parce qu'évidemment un bonheur ne vient jamais seul, on a aussi toute une toolbox en fait pour les organisations pour pouvoir les aider à implémenter Siphon. Donc il y a effectivement la possibilité de faire un assessment de la maturité. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà un outil qui permet de voir quel niveau de Siphon vous devez respecter. Et ça, c'est assez cool. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes une entité essentielle que vous devez, ou importante que vous devez implémenter le niveau important. Il y a effectivement aussi la possibilité de faire un assessment de votre cybersécurité et de justement voir où vous devez mettre vos priorités pour implémenter les mesures. Et aussi, ce qui est assez chouette, c'est assez visuel que pour être présenté au niveau de votre management. Pour savoir ce que faire. Oui, j'arrive, j'ai fini. Et en fait, c'était tout. Super, mais parfait, comme quoi. Aurélie, une question maintenant très, très pragmatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines PME, on en a parlé en début de session, ne perçoivent pas le risque cyber ou n'ont pas conscience de la gravité de ce risque. Comment est-ce que aujourd'hui on peut mieux adresser? C'est vrai qu'on a parlé de clarté, de simplification, mais très concrètement, comment est-ce qu'on va chercher ce tissu économique dans nos territoires pour mieux adresser et finalement mieux les sensibiliser aussi? Bon, alors je pense qu'on l'a dit, hein, l'enjeu c'est inciter et faire de la proportionnalité. Nous, très concrètement, donc, sur mes services cyber, on a plusieurs outils qui sont disponibles. Déjà, pour les entités qui sont les plus éloignées, on a un test de maturité qui permet, sur quelques questions assez simples, d'identifier où vous en êtes dans votre démarche de cybersécurité. Et selon où vous en êtes, on va vous orienter vers des dispositifs. L'un des premiers dispositifs est Cyberdépart, qui est un diagnostic plus poussé de questions fait avec un aidant cyber qui, pendant à peu près 2 heures, va analyser ce qui est mis en place dans votre entreprise et derrière, dans votre organisation, vous proposez un plan d'action et ensuite proposez l'accompagnement sur ce plan d'action. Sur Cyberdépart aussi, sur mes services cyber aussi, vous allez retrouver des ressources puisque avec Récif, sur chaque exigence de sécurité, on va progressivement mettre en place, donc l'équivalent un peu d'une boîte à outils, des fiches réflexes qui vont expliquer comment on met concrètement en œuvre les exigences de sécurité qui sont déjà décrites dans le Récif, mais on va aller encore plus loin pour vous accompagner pas à pas sur la mise en œuvre de ces exigences de sécurité. Ce qu'on propose également en lien avec NIS2, c'est 2 choses très importantes. Un test d'éligibilité à NIS2. Donc vous pouvez aller le tester, qui identifie sur les critères et vos activités si vous êtes soumis à NIS2 et à quel niveau d'exigence vous êtes soumis, ainsi que la plateforme de préenregistrement, puisque parmi les obligations que vous avez dans le cadre de NIS2, il y a l'enregistrement, la notification d'incident et les exigences de sécurité. Donc pour l'enregistrement, vous avez déjà la plateforme de préenregistrement qui est disponible, qui permet donc dès à présent de renseigner toutes les informations qui seront demandées et également de vous permettre d'accéder à certains services complémentaires de l'agence. Un dernier point aussi sur le fait d'accompagner les PME, de les engager. Pour accompagner les PME, il faut aussi avoir des offreurs, des prestataires de services qui soient au niveau des PME. À l'agence, on a les prestations qualifiées pour le haut du spectre, mais on a également, par cybermalveillance, le dispositif Expert Cyber. Le dispositif Expert Cyber, clairement, c'est un filtre qui permet à une petite entreprise d'identifier
un prestataire de cybersécurité qui est reconnu pour éviter le syndrome du garagiste, hein, très concrètement. C'est vraiment avoir quelqu'un où on sait qu'il a quand même des compétences en cybersécurité et qui ne va pas vous vendre tout et n'importe quoi sous prétexte de vous mettre en cybersécurité. Donc on a ce dispositif d'experts cyber qu'on est en train aussi de faire évoluer dans le cadre d'un accompagnement NIS 2. Donc voilà, des outils à disposition des entités pour se tester, pour diagnostiquer, pour pouvoir établir leur plan d'action et également de l'accompagnement et de la simulation du tissu de prestataires pour être aussi proportionnellement répondre à ces besoins des petites entités. Merci beaucoup Aurélie. Général, peut-être justement revenir avec vous également sur cet enjeu de sensibilisation. C'est vrai que la gendarmerie, et par essence même, répond à un maillage territorial très fort. Quel peut être le rôle aujourd'hui de la gendarmerie justement dans cet accompagnement et dans cette sensibilisation auprès des PME au risque cyber ? Alors, auprès des PME, finalement, quand on les rencontre et qu'on évoque cela, qu'est-ce qu'on dit en conclusion ? En conclusion, on leur dit, il est important de savoir où vous en êtes. Et donc, il y a une première priorité qui est un outil de diagnostic. Ça a été évoqué à l'instant avec la plateforme mise à disposition par l'ANSSI. Donc, vraiment partager et être en mesure, proposer aussi de les accompagner dans la réalisation de ce diagnostic pour savoir où elles en sont. Ça, c'est la première des démarches. La deuxième, c'est d'insister beaucoup sur la politique de sauvegarde. Ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, hein, et le fait d'avoir des sauvegardes qui soient opérationnelles, des sauvegardes qui soient testées pour être réellement sûr que l'entreprise sera capable de redémarrer. On voit quand même dans beaucoup de cas, nous avons des cas d'attaque d'entreprises où, grâce aux sauvegardes, elles sont opérationnelles. Eh bien, on est capable de relancer l'activité, on est capable de couper court aux demandes de rançon, hein, alors même que nous, on a pu venir en aide auprès du chef d'entreprise pour l'aider dans sa stratégie de négociation, à la fois aussi pour nous récupérer des éléments qui sont utiles à l'enquête. Et puis, comme la sauvegarde, elle est opérationnelle, eh bien, assez vite, hein, on est capable de mettre fin à cet échange et de se reconcentrer sur la relance de l'activité. Donc, diagnostic, sauvegarde. Et puis, la troisième action, eh bien, c'est de sensibiliser les équipes, c'est se former, c'est-à-dire être prêt, au-delà, et on l'a dit aussi, du département IT, à faire face à une telle crise en prenant en compte la totalité des dimensions de la crise. Et pour cela, je l'ai évoqué, il y a un certain nombre aussi de ressources disponibles, notamment sur la plateforme Cybermalveillance, hein, avec ces MOOC sans e-crise, qui permet, adapté aux PME, de se préparer à la gestion d'une crise. Et là, on est aujourd'hui sur les PME, mais nous travaillons aussi sur les collectivités locales. Et très prochainement, il y aura un MOOC dédié à la gestion de crise cyber pour les collectivités locales, qui sont aussi un secteur prioritaire d'intérêt pour la gendarmerie. Merci beaucoup, Général. Aurélie, dans ce contexte, donc, on a beaucoup parlé de NIS 2, qui va, donc, on l'a bien vu, renforcer les obligations de cybersécurité auprès des PME. Est-ce qu'on peut faire un point pour la France, d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui et des différentes obligations qui vont prochainement s'appliquer à ces PME pour pouvoir justement peut-être un petit peu anticiper aussi. Je pense que c'est important. Alors pour la France, où on en est, donc le projet de loi est toujours en étude et en attente d'inscription en plénière à l'Assemblée nationale. Donc il ne me revient pas de commenter cet aspect. Néanmoins, pour être sur les obligations, je l'ai dit, il y en a 3 très concrètes et on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'attendre la loi pour engager ce mouvement. La première, l'enregistrement. Donc s'enregistrer auprès de l'autorité nationale, auprès de l'ANSSI. Vous avez déjà à disposition sur mes services cyber le portail de préenregistrement auprès de l'ANSSI. Dans ce préenregistrement, on vous demande un certain nombre d'informations, dont par exemple vos adresses IP. C'est des informations qui, en cas d'incident, quand vous le notifierez à l'agence, pourront aider à vous accélérer, vous serez déjà connu, l'appui et l'assistance ou la réorientation vers des systèmes d'assistance. Donc, l'enregistrement, première obligation. La deuxième obligation, c'est la notification d'incident. Pareil, notre portail de notification d'incident, il est prêt, il est disponible. Vous pouvez le retrouver à partir de mes services cyber ou directement sur le site Club SSI. Et enfin, les exigences de cybersécurité, donc avec le RECIF qui
vous les donne et vous pouvez donc dès à présent engager ce mouvement de mise en sécurité. En gros, notre message, il est de dire, et ça rebouclera avec mon propos de départ, la menace, elle est ici, elle est élevée, elle est constante, elle touche tous les secteurs. N'attendons pas la sanction ou n'ayons pas peur des sanctions pour se mettre en conformité. C'est vraiment la peur de la menace qui doit nous emmener et engager ce mouvement. Et l'ANSSI met à disposition tous les outils pour que ce soit nécessaire, pour vous accompagner. On travaille également avec l'écosystème, avec le campus cyber national, avec le réseau des campus, pour travailler avec eux sur des dispositifs d'accompagnement, sur des parcours associés pour cette mise en conformité. On développe donc cette certification, une certification accessible aux PME pour qu'elles puissent très simplement attester de leurs objectifs et de leur niveau de cybersécurité. Et enfin, le travail encore une fois avec ACIMA et les experts cyber. Donc c'est un mouvement global qu'on engage et avec des outils simples et pragmatiques qui sont déjà disponibles donc sur mes services cyber. Merci beaucoup Aurélie. Julien, on vient donc d'évoquer largement Nice 2. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut transformer cette prise de conscience en mesures pragmatiques et concrètes pour ces PME qui n'auraient pas forcément toujours des moyens dédiés à leur disposition? Alors, juste, je voulais revenir sur un point sur toutes ces mesures que vous avez évoquées, qui sont à destination des PME. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a été acteur pour la BPI d'un dispositif extrêmement intéressant de promotion de la cyber pour les PME, qui était 100% financé en plus, et qui n'a pas rencontré, en tout cas pour nous, le succès qu'on escomptait. Comment est-ce que vous l'expliquez? Par manque de sensibilisation, manque de connaissances Et pourtant, c'était remboursé intégralement. Alors peut-être que la procédure qu'on a mise en place n'était pas la bonne, qu'on a fait quelque chose usine à gaz, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'aller encore plus loin, presque du porte-à-porte, d'être capable de convaincre réellement le dirigeant de PME de l'intérêt pour lui de s'inscrire dans cette démarche. Alors je pense que toute la com qui est faite aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai, autour de toutes ces cyberattaques qui continuent sur les hôpitaux, sur les laboratoires d'analyse médicale tous les jours, ça fait la une des journaux. Je pense aussi tout ce qui est fait par les fédérations professionnelles, par les territoires. Alors on a parlé du sectoriel, il y a des dispositifs sectoriels sur des chaînes de valeur pour l'automobile avec TISAX, pour l'aérien avec ENX, Air Cyber. Et on a, outre ces référentiels un peu spécialisés, on a vraiment l'idée d'un tissu de sous-traitants qui, vraiment, aujourd'hui, et vous l'avez bien dit, doit comprendre sa responsabilité vis-à-vis des donneurs d'ordre, y compris dans le cadre de la responsabilité de se justifier au moins. Et je pense que le sujet, on l'a dit, c'est la progressivité. Le système doit être lisible, il doit y avoir quelque chose, lisible, une organisation, et être capable de montrer qu'on peut réagir. Et là-dessus, c'est une protection minimale. Comment, en tant que dirigeant de PME, je peux montrer que je peux continuer mes activités ou les reprendre suite à une cyberattaque, et comment je peux le prouver, ça, parce que c'est une demande forte, encore une fois, vis-à-vis des clients. Alors, je pense que ce type de table ronde, les témoignages entre pairs, toutes les ressources gratuites qui sont mises à disposition, c'est un outil. Les moyens, les RSSI, ça peut être aussi un RSSI à temps partagé. Ce n'est pas forcément un plein temps dans une PME. Vous avez évoqué l'idée de faire appel à des experts externes. Et je ne connaissais pas, mais c'est assez imagé, le syndrome du garagiste. Effectivement, on a ce label expert cyber qui permet aussi d'aller vers des gens de confiance. On l'a dit, un socle minimal, c'est concret, hein. Les mises à jour, l'authentification, les sauvegardes, la messagerie. Nous, pour AFNOR Certification, la cyberattaque, au final, c'était un mail sur une messagerie partagée. Donc, par exemple, dans notre politique, alors c'est toujours facile à dire après, on a mis en place des limitations sur le nombre d'utilisateurs des messageries partagées parce qu'il y a une dilution de la responsabilité dans le traitement des messageries partagées, des boîtes génériques. Et enfin, tout ce qui est sensibilisation, formation, les tests. Et moi, je retiens quand même 3 choses pour conclure. On avait souscrit 1 mois avant la cyberattaque une cyberassurance. Donc, c'était quand même important. Et je dirais, outre les aspects financiers qu'on a vus que quelques années après, c'était surtout la capacité à avoir contractualisé en amont avec un prestataire de confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est, mais heureusement, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup d'outils maintenant, le 17 Cyber, vers qui je me tourne quand ça m'arrive, pour avoir ne serait-ce que la bonne pratique, comment faire pour ne pas rajouter une crise à une crise.
Le deuxième, c'est toutes ces mesures qui existent avec le campus cyber, la Cyberalliance Bretagne, avec laquelle on vient d'ailleurs de signer une convention. Et un petit aspect pratique, nous, une des conséquences, c'est que, et alors on l'a fait dans un accord d'intéressement qu'on a, mais même au niveau d'une PME, il y a quand même des primes, on a mis en place dans l'accord d'intéressement du groupe AFNOR un indicateur qui compte beaucoup, qui est sur l'hygiène cyber. Donc il y a des tests réguliers qui sont faits sur le craquage des mots de passe et le phishing. Alors en plus, quand en fin d'année, vous recevez le mot de la DRH pour pouvoir placer votre intérêt, pour vos primes de fin d'année ou pour un truc qui vraiment vous avez envie de cliquer, et le mail, il vient bien sûr bien de l'adresse de la DRH, mais si vous le survolez, c'est évidemment un faux. Voilà, c'est 2 tests qui sont pris en compte régulièrement dans nos accords d'intéressement. Et je pense, voilà, c'est des mesures concrètes et plus généralement de cyberhygiène de base. Et énormément de ressources maintenant sont disponibles. Et je pense que c'est vraiment de la conviction et on doit être capable de convaincre l'ensemble des PME. Général, peut-être rebondir sur cette cyberhygiène aujourd'hui qui est essentielle pour ces PME. Comment est-ce que justement, vous, à la gendarmerie, vous pouvez aussi avoir un rôle très concrètement dans cette hygiène cyber qu'on doit voir émerger ? Dans nos rencontres, finalement, dans les territoires, on rencontre des chefs d'entreprise toutes les semaines. Et donc là aussi, c'est être le relais des messages qui ont été rappelés ce matin. C'est vraiment notre rôle. On le fait régulièrement. On le faisait très traditionnellement sur des menaces plus physiques. Et aujourd'hui, on voit bien que notre sujet principal avec eux, et le sujet sur lequel d'ailleurs, qui est un sujet de discussion principale, c'est ce sujet cyber. Et de faire en sorte, effectivement, de pouvoir les mettre sur la bonne voie, vers les bonnes ressources, pour répondre à leurs questions. Donc c'est les sensibiliser, les mettre sur la bonne voie. Et c'est ce que nous ferons aussi dans le cadre de Nice 2. On a eu quelques échanges avec l'ANSSI. On n'a pas de rôle particulier, mais de faire en sorte que ceux qui vont à la rencontre des chefs d'entreprise, à chaque occasion, puissent être aussi porteurs du bon message et les orienter notamment vers la plateforme de Mes Services Cyber. Voilà. Merci beaucoup, Général. Gilles, peut-être une dernière question. C'est vrai qu'on voit émerger aujourd'hui l'idée de notation cyber, un petit peu à l'image finalement de la notation financière. En quoi cette nouvelle idée qu'on le voit émerger peut devenir un outil concrètement pour objectiver également le niveau de risque d'une entreprise et aussi, Julien en parlait, aussi instaurer un niveau de confiance important entre partenaires économiques. Ouais, tu viens effectivement de le dire. L'idée, c'est d'objectiver un niveau de maturité ou un niveau de risque pour les entreprises et sortir, in fine, d'un discours qui pourrait être subjectif autour de la cybersécurité. Donc, à mon sens, alors tout système de notation ou de certification ou de labellisation va dans ce sens. L'idée, c'est d'avoir un langage commun avec son écosystème. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le secteur bancaire par le passé. Les banques, quand on parlait d'avoir des mesures de confiance vis-à-vis de son écosystème, les banques adorent tous les outils qui permettent de dire j'ai plus confiance dans cette telle ou telle boîte, elle a un score. Historiquement, il y a des notations de crédit. Donc, si demain on s'oriente vers quelque chose qui permet d'objectiver ce niveau de maturité, ça ira dans le bon sens. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'externe, j'ai tendance à dire, vis-à-vis des partenaires. Ensuite, l'autre point qui est intéressant par rapport à tous ces outils de mesure, c'est surtout la vision interne aussi que je rajoute. C'est vraiment savoir où est-ce que j'en suis sur différents critères. Après, l'idée, c'est pas d'avoir 14 sur 20, parce qu'en fait, après, c'est par critère en termes de gouvernance, en termes d'IT, en termes de formation des salariés, etc. L'idée, c'est d'avoir une vision assez fine d'où j'en suis, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et à partir du moment où j'ai cette analyse d'écart par rapport à une exigence réglementaire ou une exigence normative, par exemple, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et c'est là où je vais faire le lien, in fine, avec le sujet de la gouvernance qu'on a évoqué tout au long de la table ronde. C'est une fois que je sais qu'il y a une analyse d'écart qui met en exergue des axes de progression, et bien c'est là où j'embarque tous les métiers, pour dire, voilà, là, il y a un trou dans la raquette, il faut qu'on s'améliore. Et c'est là où on améliore la cohésion d'équipe, le travail avec les métiers. Et du coup, ce système de notation ou d'évaluation devient un outil d'aide à la décision, in fine. Voilà, merci beaucoup, Gilles. Phèdra, une dernière question en 2 minutes, top chrono.
Je vous mets au défi. Est-ce que vous auriez d'autres initiatives que la Belgique aurait mis en place, que nous pourrions nous aussi transposer ici en France? Je crois qu'il est notamment question de la mise à disposition de chèques entreprises. On aimerait en savoir un petit peu plus. Tout à fait. Donc effectivement, au niveau du CCB, il y a des actions qui sont tout à fait similaires à ce qui se passe au niveau de l'ANSSI, de la gendarmerie, ce genre de choses-là. À côté de ça, effectivement, au niveau des régions, il y a des initiatives qui sont vraiment très, très concréto-concrètes. En fait, il y a ces chèques entreprises qui permettent aux PME d'être accompagnés par des experts pour réaliser un audit ou un diagnostic sur leur niveau de sécurité. Et tout ça pour un prix absolument dérisoire parce qu'il y a une grosse partie, en fait, des frais qui sont pris en charge par la région. Bon, évidemment, on parlait du syndrome du garage, j'adore trop. Le prestataire en tant que tel doit être labellisé par la région, bien évidemment. Et en tout cas, pour la région wallonne, ce n'est que du conseil. Voilà. Mais ça peut aller jusqu'à 75% du montant en tant que tel, 75% du montant en tant que tel. Bon, évidemment, ce n'est pas 75% sur 3 millions, on est d'accord, il y a des seuils, mais c'est quand même très, très intéressant. Au niveau de la région wallonne, région flamande, par contre, ils font la même chose. Mais là, il y a aussi la possibilité d'acheter des outils pour les organisations. Et alors, ce qu'on a fait aussi en Belgique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi tiré tout le parti qu'on pouvait tirer des fonds européens pour protéger spécifiquement en fait les PME. Donc, par exemple, le SPF Économie a lancé tout un tas d'initiatives en fait pour sensibiliser, former les PME, les dirigeants, les travailleurs et ce genre de choses-là. Et ce qui est intéressant aussi, je terminerai là parce qu'on doit vraiment en parler, au niveau européen, il y a aussi des projets européens comme Secure, et donc il y a un consortium par exemple belge et italien, ce genre de choses-là, où le but c'est vraiment d'aider les PME européennes à augmenter leur niveau de cybersécurité, mais aussi à pouvoir être en conformité avec le CRA, donc on n'a pas encore parlé et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Le Cyber Resilience Act. On a déjà parlé de Nice 2 en long, en large. Oui, on va arrêter avec les voilà, recommandations. le CRA, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Phedra. Merci à tous les 5 d'avoir été ici aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Si vous avez des questions, hop là, j'arrive tout de suite avec mon micro. Titi. Juste une petite question concernant les assurances. Vous conseillez aux entreprises de prendre des assurances. Alors attention, quand je parle des entreprises, je parle pas des grosses boîtes. Hein. Je parle des entreprises TPE, petites PME, PMI, moins de 10 salariés, voire moins de 5 salariés. Julien, peut-être? Alors, bon, ça a un coût extrêmement important. Nous, on ne regrette pas de l'avoir fait. Après, on a... moi, le sujet, c'était surtout, et je crois que les choses se sont mises en place depuis, l'assurance, au moins non pas sur les pertes d'exploitation, tout ça, même si on a été très content de l'avoir, mais sur la capacité à identifier un prestataire en gestion de crise. Dès qu'on a eu la crise, on a pu appeler et on a eu quelqu'un qui est venu. Et c'était en 2021, et on a su que si on n'avait pas eu l'assurance, on aurait pu attendre 15 jours avant d'avoir un créneau, et ils sont venus H24 pendant 2 mois. Et ça, c'est vrai. Donc, je dirais, indépendamment de l'assurance, et ce n'est pas à moi de conseiller, c'est plus d'être capable d'identifier en amont, vraiment dans son plan de crise, vers qui se tourner. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de dispositifs qui avaient été mis en place désormais. Peut-être pour compléter, l'assurance, c'est un des leviers pour gérer son risque cyber. Moi, ce que je conseille à une petite une TPE, une PME, dans un premier temps, c'est d'abord de voir où il en est dans la cybersécurité. Parce que s'il n'y a aucune démarche qui a été mise en place, même sur des mesures très simples, l'assurance risque d'être hors de prix, voire pas atteignable. Donc, d'abord, faire un diagnostic sur les mesures, mettre en place et voir comment, sur certains aspects, on peut compléter avec une assurance. Et effectivement, je rejoins l'intérêt aussi de l'assurance, c'est effectivement d'avoir accès à une réponse à incident en cas d'incident, que c'est intéressant, mais c'est pas la première étape, à mon sens. Bonjour, merci. Alors, je rebondis sur l'assurance, justement, parce que nous, on est prestataire de services, mais plutôt orienté stockage, sauvegarde. C'est un mot que vous avez employé plusieurs fois, d'ailleurs, aujourd'hui. Certains, en fait, alors, ceux qui ne sont pas encore mis en conformité NIS 2, se basent sur, justement, ces niveaux de questionnement, de questionnaire au niveau de l'assurance. Et justement, au niveau de la sauvegarde, moi, j'ai été interpellé par quelques semaines avant. En gros, ils demandaient une sauvegarde externalisée. Ce qui est génial, en fait, sur le papier.
Et en fait, la personne qui était, on va dire, le RSI, bon bref, une personne, avait en fait juste copié ces données sur un disque dur externe en clair, l'a mis dans sa coche, est parti avec, et donc a répondu à la case « j'ai une sauvegarde externalisée ». Donc, le cyber-risque de l'assurance, entre guillemets, était assez élevé, alors que moi, j'essayais de vendre une solution de sauvegarde beaucoup plus onéreuse, finalement, qui est juste un simple disque. Et en fait, on est en fait confronté à ça, en fait, c'est qu'en gros, en tant que prestataire, on essaie d'apporter des conseils. Bien sûr, c'est sous rémunération, donc on est toujours un peu le... Mais est-ce que c'est pas finalement un échec commun de toujours devoir mettre le vecteur, entre guillemets, donc NIS2 avec les... X pourcentage du CA en cas d'attaque ou si vous ne respectez pas les normes. Est-ce que finalement, comment accompagner surtout les PME, c'est le cas d'aujourd'hui, pour les sensibiliser, mais aussi les accompagner ou leur dire effectivement, vous n'êtes pas en conformité, en tout cas vous ne faites pas les bonnes pratiques, parce qu'au final, des budgets, ils en trouvent. Et aujourd'hui, quand je vois les budgets se débloquer, c'est que quand le voisin se fait attaquer. Et finalement, ils stressent, ils se disent, mais d'accord, mais... Ce qu'on voit, c'est qu'ils dépensent parfois des grosses sommes sur des sujets type EDR, enfin, ça marche très bien, c'est très bien, mais ils n'ont pas la base. Ils ont des mots de passe qui sont très faibles, ils n'ont pas de VLAN, enfin, pour parler un peu technique, ils ont un seul niveau de sauvegarde. Et en fait, on dit, mais ils achètent des outils et ils ne les monitorent jamais. Et du coup, ils ont le sentiment d'être sensibilisés, d'avoir un niveau de cyber-risque qui est élevé, alors que finalement, en fait, on n'arrive pas à les convaincre. La gouvernance, qui est aussi un sujet, alors, on pourrait parler pendant 1 heure, c'était super intéressant votre plénière, mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est presque un échec commun. Alors, je ne vous cite pas vous, mais nous, prestataires, ou nous, en fait, institutions qui sommes en région, nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, on n'arrive pas, en fait, à sensibiliser le CEO, le DG, en fait, sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, certains, en fait, et aujourd'hui, ils voient ça comme un vecteur business. Ils disent, OK, j'ai dépensé de temps, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Vaste sujet, hein, comment mesurer, en fait, si ça rapporte un niveau de cyber-risque. Et je voulais avoir votre retour par rapport à ça, surtout M. Nizri, effectivement, parce que vous êtes, vous, AFNOR, et vous avez subi une cyberattaque, mais vous étiez mature, parce que vous avez pu redémarrer. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est la criticité. Qu'est-ce qui est grave s'il arrive une cyberattaque? C'est une entreprise qui ne redémarre pas, en fait. C'est que du coup, derrière, c'est des emplois, c'est des gens qui se retrouvent au chômage. Et en fait, comment vous avez pu, vous, entre guillemets, sensibiliser vos confrères, ou en tout cas, trouver un axe de communication qui a pu les faire évoluer dans une, comment je pourrais dire, dans une évolution de leur cyber-risque? Merci. Là, c'est une question. Je dirais qu'on a tous communiqué. Enfin, de toute façon, encore une fois, il y a les obligations légales de communication. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre dans une grotte pour ne pas être sensibilisé au sujet, à l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Et on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un domaine de gouvernance, une responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations aussi qui ne sont pas du tout dans la cyber, qui sont des associations de dirigeants d'entreprise, de PME. Il y a les syndicats professionnels. Et je pense aujourd'hui, tous, hein, le MEDEF, la CPME, l'ensemble des syndicats pro, sont très sensibilisés au sujet. Et les organisations syndicales aussi, alors même s'il n'y a pas forcément d'organisation dans ces petites structures. Je pense que c'est une responsabilité de s'en soucier. Et après, juste pour y revenir, nous, on a pu redémarrer et ce n'était pas gagné. Encore une fois, avec tous les sujets que j'ai pu évoquer, on avait vraiment peur de ne pas s'en remettre. Mais le sujet, surtout qu'AFNOR Certification, on est une structure privée, hein, filiale du groupe AFNOR, mais on est une structure privée. Je dirais, ça a été le collectif, l'imagination et la capacité aussi à séparer le plan de remédiation informatique du plan de remédiation production. Et on a vraiment avancé sur les deux jambes en se disant l'informatique va redémarrer petit à petit parce que de toute façon on ne rallume pas un serveur comme ça sans avoir pris toutes les sécurités qui vont bien. Et par contre, la prod, elle doit continuer. Donc on a vraiment travaillé avec du papier, du stylo, avec tout ce qu'on a pu en parallèle. Merci beaucoup, Julien. C'est la fin de cette table ronde. Je pense que s'il y a des mots qu'on peut retenir aujourd'hui, ce seront ceux de la simplicité, de la clarté, de la proportionnalité, évidemment. Si je peux ajouter, moi, un petit mot de mon côté, ce sera celui du collectif, car ce sera grâce à vos dispositifs, vos accompagnements, vos certifications et vos sensibilisations que les PME de demain seront, je l'espère, mieux protégées. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et merci encore à tous les 5 d'avoir été à mes côtés. Bonne journée à toutes et à tous.